expérience client, comment en faire un avantage concurrentiel? Et pour répondre à cette question, je vais partager avec vous ces 45 minutes. Donc, je me présente. Je suis Frédéric Canavet, je suis Product Manager et chargé des projets digitaux chez Eloquent. Et on va voir ensemble un sujet qui est vraiment d'actualité, en particulier dans le contexte économique actuel. Alors, on va voir ensemble, grosso modo, une présentation qui se déroulera en 3 points. Le premier point, comme je le disais, c'est un petit rappel théorique. Pourquoi miser sur l'expérience client dans un contexte économique qui est difficile? Quelles sont les origines? Comment ça fonctionne? Quelle est la rentabilité? Est-ce que c'est rentable d'aller miser sur l'expérience client? Deuxième partie de la présentation, 5 cas pratiques d'entreprises qui, je trouve, ont mis en place des stratégies d'expérience client différenciantes qui sont vraiment à prendre en exemple. Et en fait, je ferai une synthèse d'interventions qu'ils ont faites lors de web séminaires en essayant de vous tirer le maximum d'informations. Et à chaque fois, donc vous aurez, pour aller plus loin et voir en détail ce qu'ils ont dit, vous aurez un lien vers une vidéo YouTube, ce qui vous permettra vraiment d'avoir le détail, parce que j'essaierai de faire de mon mieux pour vous donner une synthèse, mais je ne peux pas non plus parler à la place de nos clients. De questions-réponses, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, selon les questions que vous avez à poser. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser dans le chat directement vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez également Chantal, qui est ma collègue, qui est là pour répondre aussi au chat si nécessaire. Alors, tout d'abord, un petit message sur Eloquent. Je vous ai dit que j'étais Product Manager chez Eloquent. Eloquent, ça fait 20 ans qu'on est dans la relation client. On a plus de 300 clients actifs dans le monde. On est certifié ISO 27001 et on a tout simplement des clients qui nous font confiance et qui nous permettent, par exemple, d'envoyer 150 millions d'enquêtes de satisfaction à l'année. Des clients comme Orange, SFR, Bouygues Télécom, etc., mais également Lafarge ou d'autres entreprises dans tout secteur d'activité. Donc, nos 2 métiers sont simples. Le premier métier d'Eloquent, c'est le centre de contact, donc une solution de centre de contact multicanal qui permet de gérer des interactions par téléphone, chat, etc., des services vocaux, numéros de téléphone spéciaux, mais également tout ce qui est automatisation et callbot. Le deuxième métier d'Eloquent, c'est la mesure de la satisfaction client, mais également collaborateur, avec une solution d'enquête multicanal, email, SMS, message vocal, enquête digitale, la publication des avis. Par exemple, si vous allez sur Internet et vous regardez les avis sur les boutiques Orange, en fait, c'est publié par Eloquent. Et également le monitoring du parcours client via les outils d'analyse sémantique. Donc voilà les 2 grands métiers d'Eloquent qui sont justement au cœur de l'expérience. Et c'est pour cela qu'on va pouvoir en parler. Alors, le premier point, un petit rappel en fait théorique sur pourquoi mener une expérience client différenciante, d'où ça vient, quels sont les fondateurs de ce concept. Alors, je commence par une partie un petit peu théorique. Vous allez voir, ça va être assez rapide. L'origine du concept, vraiment, les personnes qui ont véritablement formalisé le concept d'expérience client, c'est Joe Pine et Jim Gilmore dans leur livre The Experience Economy. Alors, ce livre n'est malheureusement pas traduit en français, il est moins en anglais. Néanmoins, il a été bien théorisé et repris par pas mal de personnes en France. Le principe étant simple, le principe c'est de proposer un nouveau type d'offre, donc une évolution du marketing, on le verra juste après, c'est une brique en plus qui dépasse en fait le stade des services où on est actuellement pour proposer aux clients des expériences souvent singulières, donc mémorables, mémorisables et surtout économiquement valorisées. Puisque en fait, comme ça vient des États-Unis, vous dites bien que c'est pas du bénévolat. L'objectif tout simplement, c'est de se différencier de ses concurrents, augmenter la valeur et le prix de ses services. Donc en fait, le principe il est simple. Dans une économie où il y a un surchoix, où il y a beaucoup d'offres et qu'il est devenu de plus en plus difficile de se différencier, offrir des produits et des services avec de l'émotion, avec du service en plus, permet de se différencier, de vendre plus cher et avec si possible un effort minimal pour avoir un maximum de ROI. Et ça, c'est aspect important. On ne fait pas de l'expérience client pour faire de l'expérience client. L'objectif de l'expérience client doit être au final de se différencier, faire plus de chiffre d'affaires. Donc comme je le disais, pour eux, c'est une évolution du marketing. Et je vous ai mis en fait l'exemple qu'ils citent dans leur livre pour le gâteau d'anniversaire. Le premier niveau du marketing et des produits, c'est on va fournir uniquement les produits basiques. Pour faire un gâteau, on fournit de la farine et des œufs. Ensuite, dans l'économie industrielle, on va fournir par exemple de quoi faire un gâteau ou des cookies ou des cupcakes avec de la pâte prête à l'emploi. Le niveau juste au-dessus, c'est l'économie des services où on va aller à sa boulangerie
écrit acheter un gâteau qu'on va personnaliser, par exemple avec la photo de votre enfant. Et le dernier stade, le stade ultime, qui est l'économie de l'expérience, où on va pas pour un anniversaire juste offrir un gâteau ou faire un gâteau ou préparer un gâteau. On va tout simplement préparer une fête d'anniversaire et là tout de suite on va créer un événement mémorisable avec par exemple un clown, avec un intervenant, quelqu'un qui va avec des ballons, etc. Et tout de suite ça va être un effet waouh. On va pas juste faire un anniversaire, on va proposer en fait une fête d'anniversaire mémorable qui sera qui restera dans les mémoires et que tous les enfants se diront waouh c'était génial, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, donc c'est ça en fait le concept de l'expérience client. Alors, qu'est-ce que l'expérience client? Alors, j'ai essayé de faire vraiment très simple. L'expérience client, c'est les attentes, ce à quoi on s'attend par rapport à la réalité de l'expérience qu'on va vivre. Donc, c'est ça l'expérience client, c'est ce que moi, je m'attendais par rapport à ce que je vis véritablement. Et en fait, c'est un petit peu comme dans une publicité. Je vous ai mis ici le cas du McDo. Dans la publicité, on s'attend parfois à un truc super et après derrière, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, en fait, j'ai une expérience client qui va être plutôt en dessous des attentes. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de dette ou de créance d'expérience client, c'est-à-dire que l'expérience client par rapport à ce que le client s'attendait est supérieure ou inférieure, et à ce moment-là, en fait, on se retrouve dans une situation où l'expérience client n'est pas bonne, ou au contraire, on est en surqualité, ce qui peut arriver. Et si vous êtes un peu curieux, justement, je vous ai mis ici une petite vidéo YouTube qui vous explique comment sont faites les fameuses publicités McDo et pourquoi on se retrouve avec un McDo qui a l'air vraiment succulent, magnifique en publicité, et que et ça, bien sûr, c'est les choses qu'il faut éviter en termes d'expérience client. Alors, là, on a vu l'exemple de McDo. Vous allez me dire, ouais, très bien, c'est intéressant cet exemple-là, mais McDo, il fait dans la grande distribution, il fait dans le fast-food. C'est normal que sa promesse soit pas non plus un burger qui soit exceptionnel. C'est normal, oui, puisqu'en fait, la promesse cliente est différente selon l'entreprise, le secteur, le produit, le business model. McDonald's fera tout de suite un burger qui va être assez industriel, qui va être facile à réaliser, qui coûtera pas très cher. On est loin par exemple du Big Fernand burger qui est servi dans un restaurant 3 étoiles ou 4 étoiles. Donc en fait, la promesse, elle est forcément adaptée à ce que l'on fait. Et c'est pour ça que les choix et les priorités que l'on va faire devront prendre en compte de ne pas faire de la surqualité ou de la surqualité. Ça sert à rien pour McDo d'aller choisir le meilleur fromage qui vient du fin fond de la France et qui est en très petite quantité. Non, parce que leur idée, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'expérience client est plus ou moins cruciale selon les moments du parcours client. C'est pour ça qu'il sera important de monitorer et suivre les éléments clés du parcours client. Si on est en voyage. Là, je vais donner l'exemple d'Air France et puis d'EasyJet. Air France, on s'attend à une qualité de service importante. EasyJet, on va en avoir un petit peu plus de tolérance. Sur Air France, quand on va emmener ses bagages et si on dépasse un peu, on s'attend à ce qu'on paye pas et que la personne dise ouais, ok, d'accord, votre bagage est un peu grand, vous avez 2 bagages, allez, c'est pas grave, il y a de la place. Par contre, on sait très bien que chez EasyJet, si votre bagage il rentre pas dans la mallette de base, vous allez devoir payer 30 ou 40 euros. Voilà. Donc l'expérience client est différente et pourtant cette expérience client, elle peut être assez difficile. Voilà. Et c'est difficile à vivre selon les moments de vérité. Donc ça, c'était un petit peu la partie théorique. Je vais finir avec un élément important qui est la partie le socle d'expérience client et comment on va créer une bonne expérience client. Donc l'expérience client, c'est comme une pyramide. Si on n'a pas les bons fondamentaux, ça va être compliqué d'aller chercher en fait l'excellence. Au départ, forcément, il faut fiabiliser processus et la qualité perçue. Puisqu'en fait, vous aurez beau vous dire, tiens, je veux avoir un service client au top, je veux faire telle chose, si vous répondez pas aux besoins initial, à ce qu'attend le client lorsqu'il l'achète, il a vraiment une attente minimale sur le produit ou service que vous avez délivré, et forcément, ça ne sert à rien. Donc, vous travaillez déjà sur ce socle-là. Si vous n'offrez pas cette prestation-là, ça ne sert à rien d'avoir un service client au top, d'avoir un service client réactif, si au départ, votre produit, il fonctionne pas, il est buggé, il répond pas aux attentes. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer justement au fait que lorsque tout ne se passe pas bien, parce que rien n'est parfait, il y a toujours des moments où le client a besoin d'aide, etc., etc. Et dans ces cas-là, en fait, tout simplement, il faut travailler le service client avec la qualité de service attendue lorsqu'on a au contact de service client, l'amabilité, la pertinence, la réactivité, qui sont des éléments clés. La réactivité, répondre rapidement, est un élément majeur.
Troisième point, placer la voix du client comme moteur d'amélioration continue, puisque le client doit être placé au cœur de l'entreprise. Et on va tout à l'heure avec l'exemple avec Bouygues Télécom. Et après, on va pouvoir aller chercher la différenciation et être proactif, etc. Je vous montrerai des exemples aussi. Donc, je parlerai également d'effet waouh, puisqu'en fait, il ne faut pas uniquement travailler sur ce qu'on appelle en fait améliorer le parcours client. Hein, et c'est ce que font beaucoup d'entreprises. Souvent, elles se disent, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est uniquement que le parcours client soit le plus fluide. Et en fait, comme par exemple ces moments qui en fait qu'il faut aussi travailler un effet waouh et qu'on peut travailler son effet waouh soit de manière anticipée, c'est-à-dire qu'on va prévoir dans son parcours client le fait qu'on va essayer de surprendre le client et lui offrir un peu plus, soit c'est de manière spontanée et à ce moment-là on va travailler sur la culture client, le fait que quand ça va pas bien se passer ou quand il y aura le collaborateur qui va être en interaction avec le client, il va avoir les moyens, il va avoir l'autonomie, il va avoir la volonté d'aller plus loin. Voilà. Dans un webinaire précédent, je vous ai donné justement des exemples là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé par cet effet waouh, comment il peut être anticipé, comment il peut être spontané, je vous invite à aller retrouver notre dernier webinaire sur l'IA et l'humain, comment allier les deux pour offrir une expérience client aussi différenciante et de qualité. Posez la question dans le chat et Chantal ou moi-même, on vous donnera l'URL vers ce webinaire que j'ai animé il y a un mois de cela. Donc ça, c'était la première partie, la partie théorique. Je voulais en fait, pour montrer cela, passer sur un exemple très simple, pour vous montrer que l'expérience client, c'est véritablement à la portée de tous. Juste après, on va voir 5 exemples de grandes entreprises. Là, maintenant, je vais passer sur quelque chose de très terre-à-terre et pour vous dire que c'est vraiment à la portée de n'importe quelle entreprise, n'importe quel particulier. Et pour cela, je vais vous donner l'exemple de moi-même, Frédéric Canavette. En fait, tout simplement, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Gros Hacking. Donc, c'est un bouquin qui est paru aux éditions Duno. Et j'ai essayé d'appliquer les théories de l'expérience client à moi-même pour montrer justement que finalement, c'est pas très compliqué et que n'importe qui peut le faire. Et vous verrez qu'il y a 2-3 éléments qui sont importants à faire. Un, bien sûr, délivrer le produit et de qualité, aller chercher l'émotion, offrir un service client et des canaux d'interaction au bon moment, et bien sûr avoir du feedback client. Et ça, en fait, je l'ai mis en place de manière simple avec des outils locaux ou d'autres outils tiers, mais en tout cas, pour vous montrer que c'est à la portée de tous. Tout simplement, j'ai modélisé ici mon parcours client en tant que personnes qui veulent acheter avec moi, Frédéric Canavette, un bouquin dédicacé. Et ben en fait, il y a la partie information, achat, réception, ouverture, lecture du livre et fin de la lecture. Et donc à ce moment-là, je me suis dit à chaque moment où je peux en fait améliorer l'expérience client, fluidifier le parcours client et pourquoi pas créer un effet waouh. Donc la première chose, la partie information, quand les gens en fait veulent acheter un bouquin dédicacé avec une formation vidéo, et ben en fait il y a des avis clients qui sont importants pour rassurer. Donc rassurer et expliquer. Ensuite, durant la phase d'achat, et ben tout simplement en bas à droite du site internet pour acheter ce bouquin dédicacé avec cette formation vidéo, il y a un petit chat ou un chatbot, ça dépend, chatbot Messenger, où tout simplement les gens peuvent poser des questions. Alors ça peut être online, offline, et donc ça permet de rassurer. Cet aspect-là permet de rassurer, de dire tiens voilà c'est intéressant, etc., etc. Ensuite, il y a la partie réception. La partie réception, j'ai également travaillé parce que pendant très longtemps, j'ai envoyé les bouquins avec une enveloppe craft, hein, comme vous connaissez, une enveloppe craft marron avec écrit à la main, et puis voilà. Puis je me suis dit, mais Fred, quand tu reçois en fait ton bouquin dans ta boîte aux lettres, quand ton facteur t'emmène la boîte, quand quelqu'un de ta famille amène ton courrier, dit tiens regarde, t'as du courrier, c'est un moment de vérité. Et donc j'ai travaillé ce moment de vérité en mettant cette fois des enveloppes dorées, vous voyez, une enveloppe comme ça. Pour quelques centimes en plus, on reçoit une enveloppe dorée et c'est vrai que l'effet n'est pas du tout le même. Quand on voit ce truc-là, le facteur dit tiens, regardez, j'ai un cadeau pour vous, ça a l'air d'être un truc sympa, etc. Donc travailler cet aspect réception. Après la partie ouverture, j'ouvre le bouquin, j'ouvre l'enveloppe, je regarde le bouquin et donc il y a bien sûr la dédicace personnalisée. Il y a le fait que je leur dis bienvenue dans la guilde du marketing, donc cet aspect communautaire. Et ensuite, la partie aussi marque-page dédicacée. Donc, j'ai des petits stickers que j'ai volés à ma fille, que j'écris sur une petite carte en marque-page et j'écris à la main 3 conseils personnalisés, plus ou moins personnalisés. Donc là, en fait, on est dans un facteur waouh. Et si vous regardez sur mon fil Twitter, il n'y a pas encore il y a pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit ah waouh, merci pour le marque-page dédicacé, c'est vachement sympa. Donc, vous voyez, c'est cet aspect un petit peu waouh. Et après, bien sûr, il y a l'aspect lecture.
et à chaque fois on travaille l'onboarding process, et là j'ai une séquence de marketing automation qui permet en fait de compléter le livre avec des vidéos, etc., etc. Bien sûr en offrir toujours plus avec un petit peu plus de support, un support par chat qui est inclus dans l'interface de vidéo. Et à la fin, au bout de 17 jours, il y a une enquête de satisfaction qui part, qui permet d'identifier les gens qui sont contents, les gens qui sont moins contents, et pouvoir après aussi récupérer des témoignages qui seront ensuite réutilisés ici dans la partie information. Donc voilà, je vous ai montré cet exemple-là pour vous montrer que finalement, c'est pas si compliqué que ça de créer donc une expérience client fluide, d'essayer de créer un moment dans son parcours client, même moi, hein, vous voyez, de manière très simple, pour quelques centimes d'euros, parce que je vous disais que c'est quand même une technique américaine. Le but, en fait, c'est d'avoir un effet waouh, d'avoir du bouche à oreille et de vendre plus cher, mais pour autant que ça ne coûte pas des centaines de milliers d'euros et que ça reste dans les process habituels. Voilà, donc ça c'est la première partie, la partie théorique. Juste pour finir, je voulais juste vous dire que l'expérience client, oui, c'est rentable, puisque ça permet de générer plus de chiffre d'affaires. En fait, il y a, comme je le disais, 4 piliers qui permettent en fait d'aller offrir une expérience client différenciante, les produits et les services, donc des fonctions différenciantes, apporter de la personnalisation, etc. Le service client, on en a parlé, avoir une réactivité, avoir une autonomie, fluidifier le parcours client pour que ça soit simple pour le client, pour l'utilisation, etc. Et éventuellement, au moment de vérité, utiliser des salariés pour faire de l'émotion, de l'empathie, etc. Ça va contribuer à une expérience client qui va être différenciante, qui va permettre, par exemple, de réduire les coûts à la vente, hein, parce qu'en fait, on va fluidifier le parcours client, on va vendre à ses clients existants, on va pouvoir faire plus de chiffre d'affaires avec ces mêmes clients, avec des ventes croisées, upsell, cross-sell, etc. On va réduire l'attrition avec des clients qui vous seront fidèles, parce qu'ils ne seront pas uniquement attachés aux produits ou aux services, mais à l'ensemble. Et bien sûr, une diminution de la sensibilité au prix, parce que vous allez offrir un produit ou un service qui va être différent. Ça va être pas uniquement fonctionnalité, mais vous allez ajouter des petits trucs plus, et le bouche permettra d'aller plus loin. L'autre point, bien sûr, c'est l'aspect rentabilité. En optimisant l'expérience client, on va fluidifier l'expérience client. Par exemple, au lieu de gérer 1000 demandes conseillers, vous allez par exemple mettre en place une FAQ ou un chatbot qui va pouvoir prendre en compte une partie des réponses 24 heures sur 24, donc offrir une expérience de meilleure qualité, décharger vos conseillers pour les focaliser sur d'autres actions, et je vous donnerai l'exemple juste après avec Prévoir ou Bouygues Télécom Entreprise. Voilà, donc ça c'est pour montrer que c'est rentable et ça permet d'augmenter la valeur. Voilà, donc ça c'était la partie théorique, on y a passé à peu près un bon quart d'heure. Maintenant on va passer à la partie pratique avec les 5 cas d'entreprise que je vous ai cités en introduction et qui pour moi sont vraiment des exemples en termes d'expérience client différenciante. Alors comme je vous disais, à chaque fois ici je vais passer sur majeur qui va être une présentation rapide de l'entreprise, pourquoi ils ont décidé de se lancer dans cette stratégie-là. Ensuite, la partie comment ils y sont arrivés, éventuellement 1 ou 2 exemples avec des illustrations de ce qu'ils font. Et à la fin, en fait, je vous mettrai une petite synthèse avec les résultats qui ont été obtenus. Et à la fin, je vous mettrai toujours une petite vidéo du client, client éloquent, qui est intervenu et qui fait lui-même sa présentation lors d'un atelier qu'on a organisé ou interview qu'ils ont réalisé. Donc comme ça, en fait, la structure est simple. Vous aurez cette partie pourquoi, cette partie comment, et ces illustrations, et après les résultats, afin de prouver et de montrer que cette expérience client différenciante est véritablement rentable. Voilà, donc le premier client que j'ai pris en exemple, c'est un client qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Ikera, qui a mis une stratégie d'expérience client, d'expérience collaborateur qui est vraiment originale et qui est vraiment très intéressante et qui est à prendre en référence. Donc Ikera est un spécialiste du recouvrement pour le compte de grandes entreprises, hein, banques, télécoms, etc. Et ils sont équipés de la solution d'enquête de satisfaction d'Eloquent, ainsi que la même solution qui sert à faire de l'écoute collaborateur avec le moteur d'analyse sémantique. Alors pourquoi en fait ils ont mis en place cette stratégie? C'est vrai qu'en fait ils sont dans le recouvrement, mais en fait ils voulaient se différencier de tous les autres acteurs du marché qui font juste du recouvrement pur. Le but c'est récupérer du cash. Eux en fait ils voulaient faire du recouvrement mais en préservant la relation client. Pour eux en fait la partie recouvrement est un élément du parcours client et c'est juste un autre élément du parcours client qu'il ne faut pas négliger puisque ça arrive toujours à certains clients d'avoir un défaut de paiement, d'avoir un litige et à ce moment-là en fait il ne faut pas se griller avec le client, il faut conserver la relation et eux leur objectif c'est de dire voilà on va vous aider à faire du recouvrement mais en même temps
aussi, on va vous aider à garder le client, à le rendre fidèle et à faire en sorte qu'il ne va pas vous quitter. Donc voilà, c'est un positionnement qui est assez original, qui se retrouve assez peu dans le domaine du recouvrement. Alors comment ils ont fait ça? Alors là, en fait, je vais vous faire vraiment un résumé de l'intervention de Laurent Trojani et de Anne du service ressources humaines. Comme je vous disais, si vous voulez vraiment voir l'intégralité de leur philosophie, de leur dispositif, vous aurez la vidéo à la fin. J'essaie vraiment de vous faire un résumé. Donc la première chose, c'est qu'ils ont créé une direction talent engagement qui unifie expérience client et ressources humaines. Ça, c'est quelque chose d'assez original parce que ça permet vraiment de fusionner et de marquer que l'expérience client et l'expérience collaborateur se retrouvent dans la même direction et que c'est vraiment une priorité stratégique pour l'entreprise. Ça, c'est un message important. Deuxième chose, ils ont travaillé beaucoup sur la culture client parce qu'en fait, c'est une entreprise donc qui fait du recouvrement par téléphone, bien sûr par courrier, etc., huissier, blabla. Mais en fait, la partie humaine est vraiment essentielle. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé sur la partie culture client. Et donc, ils ont fait des formations à la culture client. Ils ont mis en place des relais ambassadeurs, ce qu'ils appellent le programme CARE, dans tous les services, ce qui permet vraiment d'avoir dans la comptabilité, dans différents services, etc., cet aspect culture client qui permet d'avoir vraiment une homogénéité dans le traitement de la demande. Ils ont mis en place des indicateurs qu'ils ont diffusés à l'ensemble de la population sur les éléments clés qu'ils veulent mettre en avant, qui sont l'écoute du client, donc comment on va écouter le client lorsqu'on est en interaction avec lui, lui proposer une solution adaptée, l'amabilité, etc., pour créer en fait cet aspect différenciant sur le marché, parce que si on dit s'ils disent que ils vont mettre en place un recouvrement un peu plus bienveillant, il faut que les collaborateurs puissent en fait l'appliquer au quotidien. Et pour que ça soit que cette théorie, donc cette culture client soit véritablement un réflexe, puisqu'en fait, comme on va changer les habitudes, le seul moyen d'y arriver, c'est que ça soit un réflexe, que ce soit pratiqué régulièrement. Ils ont mis, par exemple, des challenges, ce qu'ils appellent des challenge care, que je vous montrerai juste après, avec des challenges sur les notes, sur l'amabilité qui sont données aux clients par le client post-appel. Ils font également de la double écoute avec des grilles d'évaluation, et également pour les collaborateurs, essayer en fait de les écouter régulièrement pour qu'ils soient moteurs pour améliorer les process de l'entreprise, que ce soit des enquêtes onboarding, les nouveaux salariés qui arrivent, pour savoir comment ça se passe, comment ils se retrouvent, tout ça pour réduire le turnover et améliorer les process internes, l'offboarding quand quelqu'un part, mais également des enquêtes régulières, comme par exemple lors du confinement, des enquêtes qu'ils ont appelées Pulse, pour avoir le pouls justement des collaborateurs en confinement, pour savoir si tout se passait bien, s'ils avaient les moyens, les outils pour bien travailler avec les clients. Mais également, donc ça c'est la partie diffusion de la culture client, mais également un dispositif d'enquête de satisfaction post-appel, avec en plus la diffusion de cette voix du client dans toute l'entreprise. Un mur des verbatims que je vous présenterai juste après, mais également des indicateurs de satisfaction qui sont diffusés à toute l'entreprise. Et après, donc bien sûr, une analyse du parcours client qui leur sert à eux à améliorer le process, mais également aussi à donner un feedback à leurs donneurs d'ordre, les entreprises clientes qui demandent à faire du recouvrement, tout simplement pour les aider à améliorer certains process, parce que parfois, en fait, il y avait certains dysfonctionnements qui venaient pas du client, mais qui venaient des process de l'entreprise. Donc ce positionnement après, il est vraiment matérialisé directement sur le site internet. Si vous êtes sur le site Ikera, vous allez voir que sur la homepage, la page d'accueil, il y a marqué un accompagnement sur mesure fondé sur l'écoute et la bienveillance. Vous voyez, cet aspect différenciation est véritablement matérialisé directement sur les communications. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici de diffusion de la culture client. Donc ici, par exemple, c'est une animation plateau qui a été faite sur un de leurs centres de contact avec un challenge care avec des personnes qui ont été récompensées. Ici, sur un affichage en fait sur la satisfaction, et ici un petit mur des verbatims avec quelques verbatims. Alors, il y a marqué Madame est très compétente et humaine, un des conseillers les plus compréhensifs et humains que je n'aurais pu imaginer, blablabla. Donc vous voyez, ce sont vraiment des remarques qui permettent de marquer que l'expérience client a des effets positifs. Non seulement on forme les gens, on leur dit comment faire, ils ont les clients au téléphone, et après ils ont ce feedback derrière qui leur dit vous faites bien les choses, c'est très bien ce que vous faites, merci. Alors qu'on est vraiment dans du recouvrement, donc quelque chose qui est quand même assez dur avec des personnes qui sont en conflit ou en situation difficile. Donc vous voyez, ça c'est un bon élément de comment diffuser la culture client et se différencier et montrer aux collaborateurs qu'ils font bien les choses.
Donc là, vous avez voilà un exemple avec un des centres d'appel avec encore une fois cet aspect satisfaction client qui est affiché directement au mur avec même des petits verbatim. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux résultats. Vous allez me dire, bon, ok, c'est très intéressant ce que vous me dites. Ils ont une expérience client qui est certes différenciante. Est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, ça apporte quelque chose, puisqu'en fait, ils sont différenciants quand ils proposent en fait leur service, en fait, leur appel d'offres à des prospects, en disant, voilà, face à leurs concurrents à eux, ils n'ont pas une solution uniquement en pur recouvrement, mais ils ont une proposition qui est innovante, qui est de préserver la relation client. Donc là, c'est vraiment une expérience client qui sert à se différencier et vraiment à être unique sur le marché. Et ils ont un certain nombre de reconnaissances également au niveau du marché, puisque ils ont été vainqueurs du CX Award du Feedback Management en 2020, donc reconnu par Relations Client Magazine. Ils ont également une satisfaction client qui a pris 6 points en un an, donc les clients qui ont vraiment eu un bon de satisfaction important, et également au niveau des équipes, une réduction très forte du turnover. Donc pour eux aussi, c'est une économie, puisque recruter des collaborateurs, ça coûte très cher. Donc voilà, là j'ai essayé de vous résumer ce premier cas. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises par rapport au dire que vous pouvez retrouver ici sur cette vidéo YouTube que vous pourrez télécharger dans la présentation et visionner. Donc sur la chaîne Eloquent, et vous verrez en fait le détail de ce programme-là et comment en fait ils ont fait véritablement une expérience client différenciante sur leur marché. Le deuxième cas que je voulais vous présenter, c'est Bouygues Télécom Entreprise. Donc, bon, vous connaissez Bouygues Télécom, opérateur téléphonique pour les professionnels, la version entreprise, et qui sont équipés de notre solution d'écoute client collaborateur avec l'analyse sémantique. Alors, pourquoi eux aussi ont sur l'expérience client, parce qu'en fait, sur le marché des télécoms, vous savez très bien comme moi que les prix sont un petit peu similaires. Hein. Le prix de la box, on se trouve toujours sur une trentaine d'euros, le forfait téléphonique, une vingtaine d'euros ou une dizaine d'euros. Donc eux, leur objectif, c'est de se différencier sur leur marché avec une promesse qui est forte, qui est on est fait pour être ensemble. Et en fait, qui est un petit peu basée sur le fait que la technologie doit être pour être abordable, facile à utiliser pour tout le monde. Donc le meilleur de la technologie avec une facilité et une expérience client. Et si vous allez sur leur site internet, vous allez voir en fait ici que ces promesses sont véritablement mises en avant, couverture réseau, éligibilité, confiance et qualité de service. Donc vous voyez ces piliers-là qui sont mis en termes de expérience client. Donc le produit, on a parlé tout à l'heure de cette fameuse pyramide, au début offrir ce à quoi le client s'attend, et ensuite aller plus loin, en particulier ici le service client est mis en avant, l'aide et le support est mis en avant. Alors, comment ça se matérialise? Donc, bien entendu, vous pourrez regarder un peu plus tard l'interview qui a été faite de Mathieu Melou de Bouygues Télécom Entreprise. Il vous explique que la priorité, c'est vraiment l'excellence opérationnelle. Et c'est que quand on a cette excellence opérationnelle, qu'on peut aller travailler l'expérience client. Donc, la pyramide, souvenez-vous, d'abord, l'essentiel, répondre aux besoins et attentes des clients et pas surpromettre, mais vraiment promettre ce qu'on va délivrer et si possible aller au-delà. Et ensuite, via l'expérience client qui va être offerte, le service client, les effets waouh, la fluidité du parcours client, à ce moment-là, on va aller plus loin. Donc eux aussi, ils ont beaucoup travaillé sur la diffusion de la culture client, puisqu'en fait, il y a aussi une partie service qui est importante, et ils ont une direction d'expérience client avec 2 personnes qui sont attachées au marketing pour une vision transverse. L'objectif, c'est pas d'avoir une expérience client qui va être uniquement sur un point, mais véritablement qui va chapeauter l'ensemble de la relation client et de l'expérience client. Ils ont également mis en place un programme de formation à la culture client pour bien sûr diffuser les indicateurs, diffuser la voix du client, expliquer pourquoi on le fait, pourquoi c'est important pour l'entreprise, pourquoi c'est stratégique. Et c'est vrai que Mathieu Melou explique bien que pour que ça marche, il faut véritablement qu'il y ait une impulsion de la direction. Un petit peu comme Ikera, s'il n'y a pas l'impulsion de la direction et dire que c'est essentiel, on va retourner aux basiques qui sont je dois faire mon chiffre d'affaires, je dois décrocher au téléphone, etc., etc. Donc ils ont aussi fait une diffusion de la voix. Donc près de 400 collaborateurs ont accès à leurs indicateurs de performance et au feedback client. Donc, ils peuvent voir, par exemple, au niveau de leur boutique, la boutique Bouygues Télécom Entreprise, quelle est la satisfaction du client par rapport au national. Et en fait, ils ont la possibilité de réagir. Par exemple, en fait, actuellement, je crois que un de leurs records, c'est 13 minutes entre le moment où une personne a rempli une enquête de satisfaction et qu'elle a dit, voilà, je souhaiterais être appelé
pas très content, et le moment où le manager de la boutique la boutique Télécom, les a rappelés. Donc vous voyez, c'est un délai qui est extrêmement court, et là tout de suite on arrive sur un effet waouh. Quand vous avez laissé un message et que 13 minutes plus tard, vous avez eu le temps à peine de prendre un café, de revenir à votre ordinateur, et là, dring, votre téléphone il sonne, c'est un effet coup sûr. Donc là, Bouygues Télécom fait vraiment quelque chose de très très fort. Et eux aussi, ils ont ces fameux relais satisfaction client dans tous les services pour pouvoir diffuser et avoir cette infusion et récupérer les demandes des différents services et que tout le monde dans son service soit vraiment orienté client. Au niveau du dispositif d'écoute client, ils ont aussi un dispositif qui est vraiment qui est d'abord un baromètre annuel qui permet de comparer l'entreprise versus la perception des clients. Donc c'est une fois par an. Ils interrogent un certain nombre de clients et même de personnes en dehors de leur base client pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de Bouygues Télécom entreprise et comment ils les comparent par rapport à leur valeur justement de performance du réseau, etc., etc. Ça leur permet de vérifier leur positionnement perçu par les clients, mais également aussi de voir comment sont perçus leurs concurrents. Et ça leur permet justement de voir si leur expérience client est vraiment comprise, différenciante par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à faire. Ensuite, ils ont, comme d'habitude, l'enquête de satisfaction par email et par SMS, donc la clé, sur les points majeurs du parcours client, les moments de vérité avec le rappel des managers. Ils ont également une solution de speech analytics qui permet en fait d'analyser les conversations téléphoniques du centre d'appel. Donc, il y a parfois certaines conversations mis par exemple une mauvaise note, donc pour les identifier, en fait ils ont la solution qui permet d'analyser après qu'est-ce qui s'est dit, de lire, éventuellement de réécouter et de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc cet aspect speech analytique est intéressant parce que on n'a pas cet aspect picking où on doit en fait choisir que quelques conversations téléphoniques qui sont prises par le superviseur ou quelqu'un du marketing qui fait des écoutes téléphoniques une fois par semaine pendant 2 heures au service client. Là véritablement on va pouvoir avoir une vision quasi exhaustive de ce que se dit et quelles sont les remontées des clients quand ils sont très contents, au contraire quand ils ne sont pas contents. Et après, ils ont aussi des enquêtes spécifiques qui mettent en place, par exemple, une enquête digitale sur l'espace client pour savoir quel est l'effort du client sur certains points. Ils ont également des coûts de collaborateurs en type symétrie des attentions pour écouter le collaborateur parce qu'ils disent bien, vous verrez que Mathieu Mélou dans son interview dit bien ça, que le collaborateur doit être moteur et doit être écouté. Ça ne doit pas venir en top-down, mais ça doit vraiment remonter de la base du client. Voilà. Alors, si ça se matérialise, je vous ai mis ici la campagne de communication. On est fait pour être ensemble, véritablement ici, offrir le meilleur de la technologie, vous aider à faire grandir. Voilà, on est vraiment sur cet aspect relationnel et même contextualisé avec l'aspect confinement. Au niveau interne aussi, cet aspect communication est très important. Là, il y a quelques temps, je suis allé au siège à Vélizy, à Bouygues Télécom Entreprise, et là, en fait, il y avait des petites communications. Par exemple, quand le parcours client ou une interface me semble compliquée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais rien ou est-ce que tout simplement je remonte ça au service expérience client? Voilà, donc ça, cet aspect communication est également important. Donc les résultats, c'est simple. Bouygues Télécom Entreprise a un positionnement qui est quand même assez unique sur le marché, qui permet en fait d'avoir le meilleur de la technologie à un prix tout à fait abordable et en plus avoir une expérience client et un accompagnement qui est reconnu sur le marché. Donc grâce au soutien de la direction, c'est relié via toutes les communications que je vous ai présentées juste avant et qui permet de soit se différencier par rapport à des concurrents qui sont très orientés technologie pour dire voilà, avec nous en fait vous allez être assuré. Ça leur sert également à travailler sur leur plan d'action de feedback management. Ils ont en fait défini comme ça des chantiers prioritaires qui sont liés à leur force et à leur différenciation. Donc sur cet aspect déploiement, communication proactive et communication due. Vous pourrez consulter l'interview de Mathieu Ménou qui est assez intéressante là-dessus. Mais également détecter des signaux faibles. Par exemple, au niveau de la facturation, c'était un des points qu'ils ont identifié que finalement, dans l'entreprise, tout le monde disait non, mais la facturation, tout va bien. Le client, il reçoit les factures. Mais quand le client recevait les factures, il comprenait pas. Il disait, mais je comprends pas exactement, j'ai souscrit un forfait, j'ai des options qui sont facturées, je comprends pas ce que c'est exactement. Et c'était un facteur un petit peu de tension. Et ils ont travaillé sur cet élément-là. Ils ont prouvé, grâce aux enquêtes de satisfaction, c'était une priorité. Ils ont également une manière de travailler qui est assez intéressante, que je vous invite à consulter dans l'interview de Mathieu qui est ici. Ils travaillent en fait en user stories, comme en fait dans l'informatique, en méthode agile, pour définir en fait des parcours clients cibles avec des POC. Et en fait, juste après ces POC-là, ils vérifient en fait si ça a eu un impact. Quel a été le ROI? Est-ce qu'ils ont réussi à fidéliser ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi à faire plus de chiffre d'affaires ou pas? Et surtout vérifier si cette expérience client a été différenciante.
On parle encore une fois de différenciation par l'expérience client. Et c'est grâce à ça qu'ils se rendent compte que est-ce que le client s'en est rendu compte ou pas. Et s'il s'en rend pas compte, à ce moment-là, forcément, ils disent non, c'est pas intéressant, on abandonne et on met ses efforts ailleurs. Donc voilà, c'est assez intéressant et vous pourrez voir comment Bouygues Telecom le fait. Et bien sûr, la fluidification des process, comme ils disent, des fois, ils automatisent un certain nombre de choses qui permettent de ressources pour une autre action, comme par exemple des appels proactifs. Et eux aussi ont une reconnaissance du marché. Ils ont été vainqueurs du CX Award de Relations Clients Magazine en 2018 et ils ont également la palme de la relation client en 2018. Donc encore une fois, une belle reconnaissance du travail qui a été fait et de la différenciation qu'ils ont apportée grâce à l'expérience client. Alors j'en suis à la moitié des exemples. N'hésitez pas, là je vois que dans le chat, il y a peut-être quelques questions qui sont posées. Donc le replay, n'hésitez pas, vous l'aurez bien sûr après, et vous aurez également les slides. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur ces cas clients-là, soit sur le dispositif d'écoute, la diffusion de la culture client. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà. L'autre point, là je voulais montrer un cas qui est un petit peu différent. Là, on a parlé beaucoup de parcours client, on a parlé de culture client. Là on va voir en fait un cas qui est vraiment très intéressant. C'est le groupe Prévoir qui est un groupe d'assurance indépendant qui est équipé de nos solutions de centre de contact et d'écoute client. Et en fait ils ont aussi un positionnement qui est assez intéressant et assez différenciant sur leur marché. Ils veulent se différencier par l'accompagnement des collaborateurs, l'accompagnement et de l'écoute proactive. Ils ont également aussi un élément qui est important qui était l'amélioration du taux de retention des clients avec le problème de churn qui est vraiment important dans des business models où on est sur du récurrent. L'assurance en fait c'est du récurrent, c'est chaque année on garde le client pendant des années et donc c'est essentiel de le garder. Et dans ces cas-là, l'expérience client va permettre de faire la différence et vous aurez un exemple très concret et qui vous parlera immédiatement. Alors comment en fait ils ont fait? Ils sont placés plutôt en mode conseil via des campagnes d'appel proactif, de l'enquête client en cas de satisfaction sur les points des parcours clients, mais également identifier les points noirs du parcours client grâce aux collaborateurs, grâce au centre de contact. Et je vous donnerai quelques indicateurs qui ont été mis en place chez eux. Alors première chose, là, je trouve que cet exemple est vraiment intéressant et ça montre que l'expérience client, parfois, ça tient à peu de choses et fournir une expérience client différenciante qui va faire que les clients vont rester dans l'entreprise plutôt que d'aller voir les concurrents, tient à vraiment très peu de choses. C'est ce qu'ils appellent l'appel de bienvenue. En fait, c'est une campagne qui est une solution de centre de contact. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau client qui arrive, il y a automatiquement un appel qui est programmé dans les X premières semaines. Donc, cet appel proactif a pour un objectif simple, c'est que ils se sont rendus compte que un nouveau client qui vient d'arriver dans l'entreprise est typiquement beaucoup moins fidèle, surtout dans les 2 premières années. C'est-à-dire que dans les 2 premières années, si on n'arrive pas à les fidéliser, le client il a la forte chance de quitter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une campagne d'appel proactif automatiquement. Un nouveau client est appelé dans une campagne par un conseiller, même sans aucune demande, sans aucune interaction, en dehors de toute demande. Il est appelé au téléphone, juste pour savoir, bonjour, j'espère que tout se passe bien, vous avez souscrit à notre assurance, est-ce que vous avez besoin des questions, est-ce que tout est clair, blablabla. Donc ici, c'est appel proactif. Et grâce à ça, ils ont divisé par 3 le taux de sortie. Donc vous voyez un effet vraiment très important pour un effort qui est relativement faible. Deuxième exemple, encore une fois, une campagne d'appel proactif, c'est leur programme Direction Retraite. Pourquoi cet élément-là? C'est tout simplement parce que les adhérents qui ont fait confiance à Prévoir pour préparer leur retraite, donc ce programme d'assurance, capitalisation, en fait, ils se sont rendus compte que quand ils partaient à la retraite, ces personnes-là, en fait, avaient déjà fait appel à leur banque, fait appel à des conseillers en placement, etc., alors que Prévoir proposait également des services comme ça de placement d'argent et de placement en fait du capital retraite. Et donc ils se sont dit, on va travailler aussi de manière proactive et ils vont accompagner les futurs retraités dans leur vie et dans l'utilisation de leur épargne une fois qu'ils seront à la retraite. Donc quel a été ce dispositif? Tout simplement un appel proactif 2 ans avant la retraite avec des conseils, avec leur programme Direction Retraite. C'est assez intelligent, c'est vraiment très bien fait, je trouve, puisque tout simplement
elle n'est pas encore dans sa phase de décision, elle a encore besoin d'aide, ça commence en fait à lui travailler. Et là aussi, c'est l'expérience client et avoir quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider et vous accompagner avant en fait cet élément-là, qui va vous donner des clés. Vous allez tout de suite dire ah ouais mais c'est vraiment sympa, grâce à vous je suis rassuré, etc., etc. Et ça permet tout simplement de rassurer. Alors là, donc le prévoir dans son intervention n'avait pas encore eu les premiers résultats parce que vous vous doutez bien que si c'est 2 ans avant le départ en retraite, le temps que ça donne ses effets, il faut attendre 2 ans. Mais ils avaient quand même des retours encourageants. Autre point également, je trouve intéressant au niveau de l'expérience client, c'est le tableau de bord qui permet en fait de voir la satisfaction client versus la DMT, durée moyenne de traitement. En fait, ça part tout simplement d'un constat qui est simple. Certains clients ont vraiment besoin de beaucoup plus d'accompagnement parce que pour eux, c'est compliqué, c'est la première fois. Et d'autres, au contraire, il faut être un peu plus directif parce qu'autrement, ils vont discuter pendant X temps au téléphone, ou alors ils veulent directement avoir quelque chose de très précis, ils sont très pointus, ils veulent juste qu'on aille à l'essentiel. Et donc dans ces cas-là, en fait, il faut vérifier si le temps de traitement est suffisant ou trop important par rapport à la satisfaction perçue du client. Est-ce qu'on fait de la surqualité ou de la sous-qualité? Vous vous souvenez, si tout à l'heure, on parlait de dette ou de créance d'expérience client, là, en fait, il faut savoir où on va placer ses efforts. Ils ont donné plusieurs exemples dans l'intervention qui a été faite par Sylvie Clayet de Prévoir, tout simplement sur des clients qui étaient soit novices, qui appellent quasiment en s'excusant et qui avaient besoin plus d'accompagnement, d'aide, etc. Donc pour eux, il faut accepter que la durée de traitement soit plus longue. Et par contre, il y en a d'autres où ils veulent vraiment quelque chose d'essentiel, où il faut par contre être beaucoup plus directif. Et à ce moment-là, il faut avoir une posture différente. Et la solution, tout simplement, c'était un tableau de bord qui permet en fait de mesurer la durée moyenne de traitement, donc le temps qui a été mis pour traiter un appel, et la satisfaction post-appel. Et tout simplement, pour eux, ça leur a permis d'améliorer le parcours client, de coacher les équipes pour savoir que s'il y a des gens qui passaient trop de temps, pas assez de temps, une notion d'écoute, et parfois, dans certains cas, un rappel individuel pour voir un peu s'il y a eu une insatisfaction particulière. Le but étant d'avoir, bien sûr, un cercle vertueux d'amélioration continue. Un autre tableau de bord que j'ai bien aimé et que Prévar a présenté dans son webinaire, c'est la réitération des appels. Ça, c'est véritablement un point noir dans beaucoup de services clients. C'est en fait un dysfonctionnement dans les process, dans les produits ou quelque chose qui a été mal compris, qui aboutit souvent à des appels multiples et à une grosse frustration des clients qui appellent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont fait un tableau de bord qui permet de lister les contacts multiples. Alors généralement, c'est 5 contacts en un jour ou 2, que ce soit par téléphone, par email ou via d'autres services qui remontent en fait l'information, ce qui permet d'identifier soit des cas problématiques qui peuvent mal compris ou des problèmes dans les process, et en fait avec la réécoute des conversations, de savoir ce qui s'est passé, éventuellement un débrief des managers pour voir s'il n'y a pas des choses à faire pour fluidifier. Et voilà. Et le but, en fait, c'était d'améliorer le parcours client, coacher les équipes et éventuellement, encore une fois, faire du rappel et essayer de viser le first call resolution, c'est-à-dire la résolution au premier appel et faire en sorte que les conseillers ou les process soient adaptés pour une réponse au premier coup. Le dernier point que je voulais vous montrer qui était intéressant chez Prévoir, c'est la satisfaction mesurée par le conseiller. Alors c'est autre chose que ces enquêtes de satisfaction. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est très utile, en particulier si vous avez dans vos enquêtes de satisfaction un ventre mou. Un ventre mou, qu'est-ce que c'est? C'est des clients qui vont mettre, je vous mets 3, ou je mets en NPS, je mets 6, 7. C'est-à-dire c'est des gens qui sont ni très contents, ni pas contents, et souvent en fait ce sont des gens qui sont un petit peu fatalistes. Ils sont pas insatisfaits parce que simplement ils se rendent compte que on leur a servi, ils ont fait en fait, ils ont eu droit à une prestation, ils avaient commandé une prestation particulière ou ils ont acheté un produit particulier et ils ont le service adapté, mais ils sont quand même pas très contents, ils s'attendaient à quelque chose en plus. L'exemple que donnait Sylvie Clayet, c'était par exemple une demande de rachat de crédit, de rachat partiel de crédit. Le conseiller dit non, désolé, je peux pas parce que c'est la règle, c'est une procédure, on ne peut pas changer les choses. Et là, le client dit ok, je comprends, mais je suis déçu, je suis pas content, moi je voulais cet argent, etc., etc. Et donc dans ces cas-là, le conseiller va noter l'appel, il va pas noter en fait sa qualité d'appel à lui. Il va noter en fait la satisfaction du client vis-à-vis de la réponse qui a été faite. Et en fait, c'est intégré directement dans le CRM via un système de smiley qui permet ainsi
d'identifier cette fameuse insatisfaction cachée ou fatalisme de clients qui se disent c'est comme ça, ok d'accord, je suis pas content, je sais que vous y pouvez rien, mais bon voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet de faire un focus sur des éléments qu'on a du mal parfois à identifier. Alors, les résultats ont été simples, je vous les ai montrés tout à l'heure, le churn qui a été réduit, le renouvellement de la confiance des retraités, des parcours clients fluidifiés et des collaborateurs qui deviennent véritablement moteurs de l'expérience client et qui savent qu'ils peuvent agir pour l'expérience client. Voilà. Là encore une fois, vous avez aussi la vidéo de Sylvie Cléet qui est vraiment très intéressante, qui vous permettra bien mieux que moi de vous donner des exemples concrets et pratiques. Un autre exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement Geodis. Geodis, c'est un de nos clients qui est également un très bon client qui a vraiment une très belle démarche d'expérience client sur son marché. En fait, Geodis, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est une société de transport qui fait beaucoup de B2B, mais également du B2C et qui est équipée de notre solution de centre de contact. Alors, pourquoi en fait Geodis a mis en place cette démarche d'expérience client? En fait, ils se sont rendus compte que dans un marché qui est de plus en plus digitalisé, il y a des exigences de clients qui sont montées et là, s'ils n'étaient pas au niveau de leurs concurrents, justement, ça allait poser des problèmes. Donc en fait, ils ont véritablement mis en place une démarche sur 3-4 ans, maintenant ça doit faire 4 ans, qu'ils ont mis une démarche en fait pour améliorer leur expérience client, donc se remettre au niveau du marché et si possible d'aller au plus haut. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont partis d'un niveau, et vous verrez avec élu service client de l'année, ils sont benchmarkés, où leur note moyenne par rapport au marché était légèrement inférieure et ils ont progressé pour aller viser cette expérience client différenciante. Donc voilà, c'est une démarche qui est vraiment bien parce qu'on voit bien la progression sur les différentes années. Un programme qui a déjà mis en place depuis 2 ans, c'est la 3e année. Donc en fait, leur but c'était de passer d'une culture SAV, donc du SAV qui est pas très expérience client, on va pas aller chercher l'effet waouh, on va pas aller là à vraiment une culture vraiment orientée expérience client. Donc c'est Vianney Leveugle qui présente ça dans son intervention et là je vais essayer d'en faire un résumé du mieux que je peux. Donc en fait Geodis a tout simplement travaillé sur l'amélioration du parcours client via une refonte de 7 points de contact qu'ils ont identifiés. Tout simplement c'était le web, les forces de vente, l'offre en elle-même, le contact avec les livreurs, qui sont vraiment au cœur de la prestation, le service client, la facturation et les agences. Donc en fait, ils ont travaillé sur ces différents points-là, avec une réorganisation éventuellement des services. Par exemple, tiens, si on peut le voir juste après, vous avez ici les gens qui étaient auparavant sur les quais et qui étaient là pour être en contact avec les transporteurs pour gérer un petit peu les demandes. Désormais, en fait, ils ont un bureau dédié avec des équipements, avec des casques pour être au téléphone et être à l'aise, des ordinateurs, des postes de travail ergonomiques, etc., pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc en fait, véritablement une réorganisation de l'activité, revoir le rôle des personnes, revoir le rôle des managers, renforcer leur pouvoir et améliorer également les conditions de travail. Et également travailler aussi sur la facturation, la clarté des offres, un petit peu comme on l'a vu avec Bouygues Télécom auparavant. Ils ont mis également en place tout ce qui est un dispositif d'écoute client et d'analyse du parcours client avec, comme Bouygues Télécom Entreprise, un baromètre externe pour se comparer via la concurrence. Et pour cela, en fait, ils ont utilisé élu service client de l'année. Ils ont fait également des enquêtes de satisfaction sur leurs clients finaux, donc les gens qui reçoivent les colis, mais également les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les entreprises qui font appel à eux, comme Oscaro, Maison du Monde, etc. Ils ont également travaillé sur des enquêtes mystères en interne, c'est-à-dire que les gens des différentes régions vont appeler d'autres régions pour vérifier comment ça se passe. Et c'est assez intéressant, ça permet en fait aux gens de certaines régions de s'amuser avec leurs collègues et de dire « Ah tiens, lui il fait ci, lui il fait ça ». Donc un système d'émulation qui est vraiment très intéressant. Donc, comme je le disais, un gros travail, un gros investissement. Ils ont travaillé également sur la culture client. Donc, en fait, toutes les équipes en relation avec les clients ont été formées pendant 2 jours au siège à Paris. Donc, avec une formation pour expliquer qu'est-ce que c'est l'expérience client, les règles de base de l'expérience client, l'accueil, ce que je dois faire, ce que je dois éviter. Donc, quelque chose qui est vraiment intéressant. 2 jours complets, donc qui permet d'extraire les personnes de leur quotidien et de leur dire, voilà, l'expérience client, c'est stratégique. Si on les fait sortir de leur quotidien, qu'ils viennent au siège, qu'on leur dit, voilà, c'est prioritaire pour l'entreprise, pourquoi c'est important. Donc on met ce premier vernis. Et pour que ce premier vernis soit suivi en fait que ce soit un réflexe, comme je disais tout à l'heure, c'est beau d'être formé, mais si ça ne devient pas un réflexe au quotidien, ça ne sert à rien. Et c'est ce que dit Vianney Leveugle dans son intervention.
en fait, il faut maintenir cela. Et par exemple, ils ont fait appel à un serious game qui permet en fait tout simplement d'aller prolonger la formation. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été formés, quelques temps plus tard, ils avaient ce serious game qui permettait de s'entraîner et de revoir un petit peu ses postures avec un parcours en fait de formation. Après, derrière, ils avaient également du monitoring avec du coaching de leur manager tous les 2 mois, une grille de notation, etc. Là, si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller voir l'intervention de Vianney Leveugle. Mais également se doter d'une solution de centre de contact, donc éloquent, qui permet en fait d'avoir une centralisation, une meilleure qualité de service pour leurs clients avec une qualification entre les clients VIP, les clients premium, les interlocuteurs privilégiés qui restaient tout le temps les mêmes, la gestion des campagnes et des KPI, KPI qui permettent de vérifier la qualité de service, le temps d'appel, etc., etc. Donc ça, je vous inviterai à aller consulter vraiment l'interview de Vianney qui est vraiment très très intéressante. Ils ont également travaillé, comme je le disais, sur l'enquête post-appel. Encore une fois, ils ont mesuré la satisfaction avec ce système d'étoiles, mais également l'effort client. Quel a été l'effort pour déployer votre demande? Et donc, en fait, avec un système de kilos, voilà, est-ce que c'était difficile ou pas difficile? Donc, le Customer Effort Score, mais également la recommandation. Voilà. Et donc, Vianney Leveugle en parle très bien dans son intervention. Si vous êtes intéressé, pour aller voir ça plus en détail. Et à la fin, donc l'enquête de satisfaction également sur les destinataires finales. Donc, 50% des destinataires reçoivent tous les jours une enquête de satisfaction. 1 million de destinataires par an. Un taux de retour qui est de 25%, donc quelque chose qui est intéressant. Et s'il y a une note inférieure à 8, à ce moment-là, en fait, on propose en fait ici des critères de choses qui ont été pas satisfaisante et si nécessaire un rappel par le service client, donc qui permet en fait de corriger cette satisfaction et de faire en sorte que la relation avec Geodis se passe de mieux en mieux. Donc les résultats sont vraiment intéressants, je trouve, avec 85% des clients qui ont été satisfaits. C'est une étude externe qui a été menée, à des taux de satisfaction qui sont vraiment très très bons. Et en particulier ici, vous voyez un NPS de 46 chez leur donneur d'ordre, qui est vraiment une très 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 bonne note dans le domaine du transport. C'est vraiment très bien. Une reconnaissance donc de leur donneur d'ordre, et ça c'est assez intéressant et qui montre que l'expérience client était vraiment différenciante. C'est-à-dire que ce programme a été mis en place comme ça dans différentes région, et quand le service client de la région ou de l'agence était passé dans ce programme d'expérience client, ils ont eu des retours de leurs clients qui leur disaient « Ah, vous avez basculé dans votre programme d'expérience client ». Ils voyaient tout de suite la différence, alors que c'était les mêmes personnes, c'était les mêmes interlocuteurs depuis les mêmes années, et ils voyaient tout de suite une professionnalisation et une différence dans la manière dont ils étaient traités. Et quelque part, c'est « Ah, waouh !» Waouh, un effet waouh uniquement grâce à cette formation-là, cette culture client-là. Ça permet également de se différencier parce qu'en fait, ils partagent ces remontées, comme Bouygues Télécom Entreprise, ils partagent ces remontées-là auprès de leurs donneurs d'ordre en disant, regardez, voilà ce que pensent les utilisateurs, voilà ce que pensent les clients finaux de la prestation que nous délivrons. Ça permet de prouver, d'avoir quelque chose de rationnel sur la qualité de service et de dire, non mais la qualité de service, nous, c'est important, d'autres ne le font pas. Ils ont également des reconnaissances, le prix de la FRC en 2018, une palme. Également pour Vianney Leveugle, la deuxième place en tant que directeur de relations clients de l'année, la FRC en 2018, une belle reconnaissance. Et ils ont également travaillé avec élu service client de l'année, donc avec leur focus sur 5 points qu'ils ont déterminés grâce à cette enquête-là. Avec en 2017, c'était, comme je disais, un petit peu en dessous de la moyenne du secteur. En 2019, c'était passé au-dessus. Et en 2020, c'est encore progressé et aller sur l'expérience client différenciante. Et donc, bien sûr, la reconnaissance externe pour les équipes, leur travail qui est reconnu. Et également, on parle toujours de cet aspect business, leur permettre en fait de développer de nouveaux services. Par exemple, grâce au feedback, aux remontées clients, ils proposent désormais en option à certains de leurs clients la livraison à l'étage parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un effet waouh chez certains clients grâce à le travail de certains livreurs. Alors, le dernier exemple que je voulais vous présenter ce matin, c'est Solimut. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et j'y répondrai juste après. D'ailleurs, je vois que Suzanne qui dit tous les exemples sont faits dans des grands groupes. Est-ce que on a des exemples dans les TPE? En fait, je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
Moi, je suis solo, on peut pas faire plus TPE qu'une seule personne. Et en offrant le bouquin avec cette fameuse démarche là, avec l'enveloppe, avec le marque-page personnalisé, avec le chat, avec la petite enquête de satisfaction, je l'ai fait avec moi-même, avec mes moyens à moi. Et vous pouvez voir que on arrive quand même à faire des choses assez sympas. Voilà. Mais là, pour finir, je voulais finir par un exemple assez intéressant qui est Solimut Mutuelle de France. Donc une mutuelle qui assure 765 000 personnes, 400 à peu près salariés. Donc ce qui est intéressant, c'est ils ont un principe de se différencier comme les autres en fait sur la partie centre de contact, service client, analyse du parcours client de la satisfaction, mais ils ont aussi un point qui est très différenciant, je trouve, c'est la partie en fait valeur mutualiste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez unique et qui est vraiment intéressant en termes d'expérience client. Alors pourquoi justement ils ont mis en place ce programme-là? Tout simplement pour se différencier des autres mutuelles, puisqu'en fait il y a beaucoup de mutuelles qui se basent sur le prix et en fait c'est vrai qu'au niveau du service c'est assez compliqué de différencier une mutuelle A d'une mutuelle B, et donc en fait eux leur objectif a été de se différencier par leur valeur mutualiste. Donc en fait, comment ils ont fait? Alors un peu comme les autres clients précédemment, hein, ils ont travaillé sur la décentralisation et sur leur centre de contact. Auparavant, en fait, ils avaient un centre de contact qui était très centralisé. Tous les demandes allaient sur un groupement, un plateau, en fait, qui était là pour traiter les demandes. Et ils se sont dit non, nous ce qu'on veut, c'est avoir plus de proximité et donner plus d'autonomie au point d'accueil pour avoir tout simplement une reconnexion entre l'adhérent avec la personne de son territoire, avec son agence, en particulier pour les demandes front office. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé certes leur centre de contact, mais ils ont déployé la solution de centre de contact pour permettre de transférer comme ça automatiquement les demandes tout le temps à l'agence en local, et donc en fait qui permet de retrouver cette proximité qui est vraiment importante pour eux. Ils disent voilà, nous ce qui est important, c'est retrouver cette proximité, de faire en sorte que la personne elle puisse aller en agence, que c'est la personne dans l'agence qui va traiter la demande, qui va faire le dossier, qui va faire les gestes, etc., etc., etc. Donc ils ont également travaillé sur la mesure de la satisfaction avec une fluidification des points de friction. Par exemple, ils ont mis en place un OCR. Et ce qui est intéressant, c'est que Gérard Ameriot, qui est la personne que vous retrouvez ici dans l'interview, explique bien que eux, ils essaient de faire d'innovation utile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines choses qui sont hors de portée ou pas intéressantes, qui n'apporteront pas une expérience client différenciante. Et donc, ils choisissent vraiment ce qui est adapté, différenciant et adapté aux besoins des clients. Ils ont également travaillé sur l'analyse des écrits et des conversations téléphoniques, un peu comme Bouygues Télécom. Et le dernier point, comme je disais, qui est vraiment intéressant, c'est réaffirmer les valeurs mutualistes. Il y a des actions qu'ils ont mis en place, des actions sociales. Par exemple, durant le confinement, ils ont mis en place des SMS proactifs envers leurs clients, leurs abonnés en fait, pour savoir comment ça se passait. Ils ont fait des appels proactifs pour lutter contre la précarité. Ils ont également fait de la livraison de produits de première nécessité, également de la collecte de produits pour le secours populaire pour les personnes en difficulté. Donc véritablement un positionnement qui se reflète également sur leur site internet sur les valeurs mutualistes. Donc là, en fait, c'est intéressant en disant, voilà, nous, on n'est pas juste une mutuelle comme les autres, on a des valeurs, et c'est pour ça, en fait, qu'on doit nous choisir. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est un peu différenciant par rapport aux autres exemples que je vous ai donnés précédemment. Donc il est 10h26, il reste à peu près 5 minutes, et après on va faire la session de questions-réponses. Donc j'arrive à la conclusion. Donc la conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin ? Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est simple. Dans le contexte économique actuel, qui est assez tendu, il faut véritablement affirmer sa différence, affirmer ses spécificités, avoir un positionnement et être capable de dire mais pourquoi en fait faire appel à mon entreprise plutôt que en fait, c'est essentiel. Donc là, en fait, cet aspect différenciation, on l'a vu, a été véritablement défini, affirmé et soutenu par la direction générale. Donc, affirmer ses spécificités et communiquer dessus et faire en sorte qu'on a vraiment cette offre-là. Deuxième chose, forcément, dans un contexte économique plus tendu, l'expérience client qu'on va apporter permettra de fidéliser et dire mais pourquoi je reste avec cette entreprise si elle est peut-être un petit peu plus chère? Pourquoi en fait je vais plutôt faire confiance à cette entreprise service et parce que j'en suis déjà content. Voilà, fidéliser, fluidifier. Le deuxième point, pour comment on va y arriver, et vous allez voir qu'il y a quand même des points communs que l'on retrouve à peu près dans tous les cas de figure que je vous ai cités.
À chaque fois, on voit cet aspect analyse du parcours client, en bouchant en fait ces fameux trous du parcours client. Il y a des moments où ça se passe un peu moins bien, donc on va essayer de corriger ces problèmes-là, mais également essayer de créer des pics émotionnels avec des moments comme par exemple les appels proactifs chez Prévoir, qui vont permettre de créer un pic d'émotion, dire ah ouais, je suis compris, ou du rappel des clients insatisfaits. Utilisez également des outils modernes pour fluidifier la relation client. On parlera de solutions de centre de contact, d'analyse des verbatims, d'analyse des conversations téléphoniques, etc., etc. Du centre de contact multicanal, du chat, de la réactivité, du chatbot, etc., etc. Mais également être à l'écoute des clients pour adapter en fait ses produits et ses services, voir ses attitudes, coacher les conseillers du service client en prenant en compte le feedback et en mettant en place un dispositif d'amélioration continue parce qu'on voit bien les exigences des clients sont vraiment en perpétuelle augmentation et il faut absolument que vous soyez au niveau. Autrement, vous allez être en deçà de ce que s'attendent des clients. Et si vous êtes en dessous des attentes des clients, forcément, leur expérience client va pas être au niveau et vous allez avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, une dette d'expérience client. Et pour cela, bien sûr, Eloquent est à votre disposition pour donner vie à cette promesse d'expérience client au travers de nos solutions de centre de contact, chat, chatbot, téléphonie, gestion des emails, etc., etc. Mais également tout ce qui est écoute client, l'écoute client, mesure de la satisfaction à chaud, SMS, email, vocal, enquête digitale sur le site. À la réalisation aussi d'enquêtes collaborateurs, maître RH et tout ce qui est analyse sémantique liée à cela. Donc on est véritablement à votre disposition pour vous aider à matérialiser cette expérience client. S'il y a un plan d'action à retenir, et il me restera 1 minute, c'est tout simplement, dès demain, qu'est-ce qui est important de faire? C'est commencer par jouer les clients mystères. Si vous êtes dans votre entreprise, la première chose la plus simple, c'est voir comment sont traités les clients chez vous et tester le parcours client, regarder comment ça se passe chez vous, mais également chez vos concurrents. C'est important de se benchmarker, comme on disait, créer une expérience différenciante, c'est voir ce que font les autres. Si vous pensez être bon, mais que les autres font mieux, forcément l'expérience client perçue sera différente, à la fois en avant-vente, mais aussi en après-vente. Lancez après une enquête de satisfaction pour identifier votre promesse par rapport à la perception des clients. Est-ce que vous vous affirmez que pour vous, votre service client est au top, vous êtes réactif, vos produits sont simples à utiliser? Est-ce que les clients pensent que c'est vraiment le cas? Donc ça permet vraiment d'identifier des dissonances. D'ici 3 mois, corriger tout simplement des éléments simples, des quick wins, à la fois sur les produits, les process, comme je disais, c'est le socle de la pyramide, mais également mettre en place un dispositif d'enquête de satisfaction pour traiter l'insatisfaction, faire en sorte que les clients qui sont insatisfaits, ils soient rappelés, que l'insatisfaction soit corrigée, ou au moins qu'ils soient écoutés. Et si possible, grâce à ça, récupérer des feedbacks pour améliorer les produits et les services en continu. Donc ce dispositif de cercle vertueux d'amélioration de la relation client et d'expérience client. L'autre point, moderniser votre relation client. Tout simplement, c'est peut-être ouvrir de nouveaux canaux, offrir des SLA, améliorer la fluidité, la réactivité du service client. Et pour cela, souvent, ça passe par un changement de solution de centre de contact. Si votre solution de centre de contact a 5 ans, ou 10 ans, pire encore, 5 ans ou 10 ans, c'est des solutions qu'il faut changer, qui ne sont plus au niveau et tout simplement qui va falloir actualiser pour utiliser une solution qui soit vraiment au top de la technologie, qui vous permette justement d'aller automatiser un certain nombre d'appels, d'offrir des SLA, etc., etc. Le dernier point, c'est renforcer la culture client. Alors là, j'ai mis à 3 mois, mais c'est plutôt, on va dire, essayer de la diffuser, un premier travail sur de la sensibilisation, expliquer pourquoi c'est important, montrer les implications de la direction, faire de l'écoute collaborateur, mettre en place des ateliers participatifs. C'est simple. Vous allez réunir des personnes de différents services, leur dire, voilà le parcours client. Qu'est-ce que vous imaginez comme parcours client? Qu'est-ce que pense le client? Qu'est-ce que fait le client? Quels sont nos process qui sont là? Est-ce qu'il y a des moments qu'il faut améliorer, des moments d'émotion qu'il faut créer? Et ensuite, à partir de cette première analyse-là, vérifier via une enquête de satisfaction auprès des clients qui a véritablement cette perception-là. Parce que souvent, on peut se dire qu'en interne, on a cette vue-là, mais finalement, le client, pour lui, c'est pas important. Non, c'est pas essentiel. Et justement, souvent, on part de ces ateliers où il y a beaucoup de demandes et on se dit, tiens, il y a ça qui est important, ça qui est important. Et avec l'enquête de satisfaction, on va pouvoir vérifier si c'est vraiment important, et comme ça, généralement, on réduit de moitié, voire de 2/3 les initiatives qu'il y a à mettre en place. Voilà. Et d'ici 6 mois, travailler sur l'effet waouh et essayer de créer des moments de vérité sur le parcours client. Voilà.
Alors j'en ai fini sur la partie présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, on est encore à peu près 120 lignes. Donc posez-moi vos questions. Alors je vois qu'il y a déjà eu un certain nombre de questions qui ont été posées ici dans le chat. Alors je vais essayer de les répondre tout de suite. La première de Sabine, qui dit, est-ce qu'on appelle ça le marketing 4.0? Alors, je ne sais pas si on appelle ça le marketing 4.0, mais en tout cas, Chupine, dans son livre, parle ça du marketing de l'expérience. Je pense que c'est un peu plus le terme que qu'on va appliquer. Hein. On travaille vraiment sur l'expérience et le marketing client. Voilà. Si l'on veut mettre, alors une question de Doriana, si l'on veut mettre en place le même dispositif Kikera pour les enquêtes clients et collaborateurs, quels sont les délais et est-ce que l'on peut avoir une aide? Alors oui, très bonne question Doriana, tout à fait. Si vous voulez en fait avoir le même dispositif que Kikera pour faire des enquêtes de satisfaction client et l'enquête collaborateur, Eloquent met à votre disposition en fait des chefs de projet, CX Experience Manager. En fait, ce sont en fait des consultants, CX Consultants, qui en fait vont vous aider à non seulement définir les points de mesure, définir les questionnaires, définir comment ça va être mis en place, etc., etc. Et Eloquent ne vend pas uniquement un outil, Eloquent vend un accompagnement, c'est-à-dire qu'on va vous aider à mettre en place des ateliers. Donc il y a véritablement une démarche qui est faite de différents ateliers où on va en fait réunir des opérationnels, on va réunir en fait éventuellement même faire appel à des clients si vous souhaitez faire appel à des clients. Et donc en fait on va vraiment faire une démarche complète, projet, qui va vous accompagner de la phase analyse, qu'est-ce que vous voulez mesurer, les différents ateliers, les questionnaires, les tests, et souvent c'est avec une démarche test and learn, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre en place un pilote sur un petit périmètre et on va voir un petit peu les retours et on va ajuster le dispositif. Donc on vous donne pas un outil, vous avez tout à faire, vous vous débrouillez. Non, il y a véritablement un accompagnement qui se fait sur la durée. Et souvent, en fait, ça peut mettre 1 mois, 2 mois, le temps de mettre en place 1 enquête, 2 enquêtes, 3 enquêtes sur différents points du parcours client. Et on peut même vous aider, vous accompagner jusqu'à la restitution. Par exemple, sur des baromètres RH, des enquêtes collaborateurs, les d'Eloquent sont capables de créer le questionnaire pour vous, bien sûr faire la partie envoi, etc., grâce à notre solution, et éventuellement faire une restitution derrière, si vous en avez besoin, ou alors après vous avez l'autonomie totale. Certains de nos clients lancent eux-mêmes leurs propres enquêtes, beaucoup de nos clients, la plupart de nos clients lancent eux-mêmes leurs propres enquêtes ponctuelles, régulières. Donc voilà. Donc on a véritablement cette démarche-là de vendre non seulement un outil, mais également un accompagnement lié à cela. Alors, Gabriel pose une question, est-ce qu'il y a un endroit où toutes ces vidéos sont regroupées et accessibles? Alors, bien entendu, oui. Vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Eloquent, eloquent.com, et dans l'espace vidéo, mais également, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez Eloquent sur YouTube, vous avez la chaîne YouTube et vous retrouvez l'ensemble des webinaires. Liliane qui pose une question qui est est-ce qu'il y aura un replay disponible? Oui, bien sûr, il y aura un replay qui est disponible. Il y a Nathalie qui dit aussi est-ce qu'il y a un impact sur le ROI? Oui, bien entendu. Je vous donnais des exemples, par exemple, de Prévoir, où le retour sur investissement a été très rapide, parce que le churn a été tout de suite divisé sur la partie rétention des clients. Pourriez-vous revenir sur les user stories et l'époque? Alors ça, c'est Suzanne qui pose la question. Les user stories, qu'est-ce que c'est? Les user stories, en fait, c'est chez Bouygues Télécom. Alors, bien sûr, je vais vous faire un petit peu une synthèse de ce que a dit Mathieu Ménou, mais les user stories, c'est simple, c'est lorsque l'on veut expliquer quel est le design d'expérience client que l'on veut offrir à ses clients, le mieux, en fait, c'est de se dire, se mettre dans la peau du client. Et se dire, voilà, en tant que client, je veux, par exemple, avoir ma facturation. Et donc, en tant que client, je vais dans l'espace client et je vais dans le menu facture. En tant que client, je peux télécharger directement la facture. Et en tant que client, je dois pouvoir voir dans ma facture le service que j'ai souscrit, derrière les lignes d'abonnement, etc., etc. Donc en fait, les user story, c'est qu'on se met dans la peau du client et en fait, on va faire comme si j'étais un client en détaillant toutes ces différentes étapes. Et ensuite, on va pouvoir dire, voilà le scénario idéal sur lequel on doit travailler et qui est le scénario que réclament les clients. Et c'est à partir de cette story, cette histoire, ce storytelling, qu'on va pouvoir tout simplement définir l'expérience client cible.
Alors, un POC, qu'est-ce que c'est? Un POC, c'est un Proof of Concept. Un POC, en fait, c'est un test. En fait, on va faire un pilote sur un petit périmètre ou un petit segment. Voilà. Ensuite, Gabriel qui propose une autre question. Suite au cas que vous venez de présenter, est-ce que ça signifie que votre solution de centre de contact est omnicanal, chat, téléphone, email, et pourquoi pas les réseaux sociaux callbot, chatbot? C'est une très bonne question, Gabriel. Oui, bien entendu, notre solution de centre de contact est omnicanal, multicanal. Donc, en fait, elle permet de gérer différents réseaux et canaux, chat, téléphone, email, etc., etc., mais également les réseaux sociaux. Et on peut mettre en place une solution de callbot, chatbot. Et d'ailleurs, nos solutions peuvent être utilisées soit de manière totalement indépendante, c'est-à-dire que certains de nos clients ont uniquement les enquêtes de satisfaction, d'autres ont uniquement la solution de centre de contact. Alors, ça peut faire partie d'un pack total, d'une solution complète qui permet d'optimiser l'expérience client de A à Z et donc d'avoir une meilleure efficacité. Voilà. Donc oui, notre solution est omnicanal, multicanal, elle permet de gérer du chatbot et elle peut être mise en place de manière unitaire ou de manière globale. Suzanne qui pose une autre question, c'était, ah oui, est-ce que c'est des exemples pour les TPE? Ben, je vous ai répondu. Là qui dit quelques acronymes qui auraient mérité des explications. L'effet waouh, c'est l'effet waouh. Alors waouh, c'est, alors j'avais pu le dire, c'est waouh aussi, waouh super quoi. L'effet waouh, c'est une expérience client différente, client exceptionnelle. Et donc l'expérience client exceptionnelle, c'est cet effet waouh. On va se dire waouh, ah, c'était vraiment bien. Voilà. Les SLA, c'est le Service Level Agreement, c'est-à-dire en fait définir un niveau de service que l'on s'engage à tenir. C'est-à-dire que je réponds au client en 24 heures par email et donc en fait mon service client va faire son maximum pour répondre dans les 24 heures et si c'est pas le cas, en fait il y a des petites alertes qui disent attention, celui-là est en retard et à ce moment-là soit on fait une communication proactive en disant voilà, on a bien pris en compte votre demande, ça prend un peu plus de temps que prévu, on vous répond dès que possible, ou soit alors les équipes sont challengées, en tout cas incitées à répondre dans ces délais-là. Bien entendu, ces délais-là doivent être liés à une réalité du terrain. Et donc, il faut que ce soit lié à une véritable étude pour les délais moyens ou donner les moyens justement aux collaborateurs, grâce aux outils de centre de contact modernes, d'aller optimiser cette relation client. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait encore quelques petites questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, c'est un outil en plus. Alors, c'est à gérer par les équipes. Alors, je vois pas ce que Benoît voulait poser comme question. Alors, peut-être les outils de centre de contact ou les autres outils, en fait, tout simplement, ça vient se compléter par rapport aux outils que vous avez. Par exemple, notre solution de centre de contact s'intègre totalement à des CRM comme par exemple Salesforce, Microsoft Dynamics. Et donc, en fait, le conseiller qui utilise un CRM aura juste un petit module qui permettra de numéroter ou d'avoir une fiche qui va apparaître dans son CRM. C'est une solution qui est totalement indépendante si les besoins sont évolués. Donc les outils de centre de contact, donc, comme je disais, soit c'est un outil spécifique que si on a besoin de faire de la productivité, soit c'est intégré au CRM comme Salesforce, Microsoft Dynamics, quand les gens ont déjà un CRM et qui veulent avoir tout sur une seule fenêtre. Et concernant satisfaction, c'est un outil en fait qui est déployé et qui est totalement transparent et en fait on va pouvoir par exemple transférer les données des enquêtes de satisfaction dans le CRM pour que l'on puisse avoir cette vision 360 du client. On aura qui leur a mené les produits, les emails et on aura également les réponses aux enquêtes. Voilà. Benoît, je crois que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'espère que alors POC c'est alors Sébastien, vous avez marqué POC point of contact. Ah non, le point de contact c'est pas tout à fait ça. Le POC, c'est le proof of concept. C'était un test, en fait, un pilote. Mais en fait, le point of contact, c'est des différents points de contact du service client. Donc, par contre, Sébastien, tout à fait. Et c'est là, c'est le service agreement, tout à fait. C'est là, c'est le niveau de service qu'on accorde. Voilà. Alors, Benoît qui pose également une question qui est, pouvez-vous nous en dire plus sur l'intégration de votre solution centre de contact au sein des organisations de l'entreprise? Je crois que j'ai répondu, mais en fait, nos outils en fait vont s'intégrer totalement aux outils. On a une équipe qui est dédiée,
qui permet de faire des connexions au système d'information. Donc, on a des connecteurs natifs avec Salesforce, avec Microsoft Dynamics, avec ServiceNow, avec un certain nombre d'outils. Et après, en fait, on fait des connecteurs sur mesure. Par exemple, certains de nos clients utilisent des vieilles solutions de CRM et d'ERP comme JD Edwards. Et en fait, on va se connecter à ce système-là. Ça peut même être des outils sur mesure. Donc, on travaille là-dessus. Par exemple, SFR, Bouygues Télécom, Orange, etc. ont des outils, des systèmes d'information sur lesquels on va se connecter. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions que je n'aurais pas répondu? N'hésitez pas à les poser. Je suis vraiment à votre disposition. Si vous avez encore une ou deux questions, je vais les prendre tout de suite. Donc oui, Gabriel qui dit que Change collaborateur est intéressant. Oui, ça permet de motiver les équipes. Alors, je crois que j'ai fait le tour, à moins qu'il y ait encore une question ou deux. Alors Frédéric qui dit j'ai noté les valeurs, avez-vous des exemples plus précis? Alors, les valeurs de l'entreprise, si c'est ça, les valeurs de l'entreprise, en fait, c'est tout simplement la vision, les valeurs de l'entreprise, qui sont ici des valeurs mutualistes pour Solimut. Les valeurs d'entreprise, c'est voilà quelle est leur mission. Et leur vision, c'est pas seulement être un fournisseur de mutuelles, de services de mutuelles, mais également d'accompagner et d'aider à la bonne santé des gens. Et donc en fait, c'est ça les valeurs de l'entreprise. Et ils essaient de faire transparaître ces valeurs-là dans leur communication, mais également dans les attitudes des conseillers, dans les actions qu'ils mettent en place. Donc en fait, c'est leurs valeurs. Voilà, les valeurs qu'ils transmettent. Et pareil pour Bouygues Télécom Entreprise, par exemple leur valeur, c'est offrir une technologie, certes, mais accompagner les gens à utiliser cette technologie parce que la technologie pour la technologie, ça sert à rien. Ikea, les valeurs qu'ils ont, c'est certes faire du recouvrement, mais préserver la relation client parce que les gens sont parfois en difficulté et il faut les accompagner. Donc ça, c'est les valeurs. Et ce travail sur les valeurs, généralement, commence par une vision du marché. Qu'est-ce qu'ils pensent comment le marché va évoluer et leur mission pour eux, quelle est leur mission sur le marché, comment en fait ils mettent en application cette vision en disant voilà, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais pour Solimut, leur vision, c'est que une mutuelle ne doit pas être juste une mutuelle, elle doit être là aussi pour améliorer la santé et le bien-être des salariés. Et c'est ça l'esprit mutualiste. Donc ça, c'est leur vision. Et leur vision, c'est qu'une mutuelle doit faire autre chose et que les mutuelles dans 10 ans seront là-dessus, seront pas uniquement sur aider les assurés, ils seront également pour aider les personnes de difficulté et aider les plus faibles. Donc cet aspect solidaire. Et donc leur mission, c'est donc forcément certes à offrir une assurance mutuelle de qualité, mais en plus mettre en place des actions solidaires sur la santé des gens, que ce soit leurs collaborateurs ou d'autres personnes. Voilà, c'est ça en fait cet aspect mission et vision, et ça se transcrit par des valeurs qui sont la solidarité, etc., etc. Généralement des piliers qui sont les valeurs d'entreprise, qui sont solidarité, écoute ou des choses comme ça. Voilà. Alors, il y a Suzanne qui posait une question. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas de CRM. Quid de la solution sans cet outil? C'est toute une question qui est excellente. Et en fait, nos outils sont faits pour être utilisés aussi sans CRM. Soit en fait, vous avez un CRM et on s'intègre de manière native, soit vous n'avez pas de CRM. Et à ce moment-là, en fait, notre solution de centre de contact va tout simplement être utilisée de manière standalone. Voilà. J'espère qu'il y a encore une question, autrement, Suzanne qui dit quid des connecteurs quand on n'a pas de CRM. Les connecteurs, en fait, on crée des connexions avec l'ERP ou votre système d'information ou votre téléphonie, ou alors ça peut être utilisé de manière totalement indépendante. Il y a certains ont besoin d'avoir d'une solution de centre de contact qui fonctionne de manière totalement. Voilà. Je pense que j'en ai fini sur ce webinaire. On a comme un petit peu dépassé. Je pensais qu'on n'aurait pas dépensé autant de temps, mais on a dépassé d'une bonne demi-heure le timing qui était initialement prévu. Donc s'il y a une dernière question, je la prends. Autrement, j'aurais plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ce webinaire vous aura aidé. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Eloquent est à votre disposition. Nous pourrons vous présenter nos outils, savoir ce que l'on fait et comment on va pouvoir mettre en place une solution de centre de contact ou d'écoute client ou collaborateur.
Voilà, donc on est la dernière question. C'était une bonne journée. Je vous souhaite aussi une bonne journée à tous. À très bientôt pour nos prochains webinaires. Vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube et également par email. Et vous recevrez également les slides de la présentation. Bonne journée à tous. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction et à nous suggérer les prochaines thématiques que vous souhaiteriez voir abordées.